Ok, parfait. Donc, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour notre webinaire dédié aux directives européennes DORA, Digital Operational Resilience Act, et NIS2, Network and Information Security Directive. Ces deux réglementations jouent un rôle crucial dans la sécurisation de notre environnement numérique, particulièrement en matière de résilience opérationnelle et de sécurité des réseaux et des systèmes d'information au sein de l'Union européenne. Avec l'augmentation des cybermenaces et la dépendance accrue à la technologie dans nos activités quotidiennes, il est plus important que jamais de comprendre et d'implémenter des mesures robustes pour protéger nos infrastructures critiques. DORA vise à renforcer la résilience des institutions financières face aux risques numériques, tandis que NIS 2 étend et renforce les exigences en matière de cybersécurité pour un plus large éventail de secteurs économiques à travers l'Europe. Aujourd'hui, nous avons la chance de compter parmi nous un expert en cybersécurité qui est Monsieur Jamal Saad, le directeur des opérations cybersécurité et intelligence économique chez OGSPC, qui partagera ses connaissances et expériences pratiques. Monsieur Jamal nous guidera à travers les principaux aspects de ces directives, leur application pour nos organisations et les meilleures pratiques pour se conformer à ces nouvelles exigences. Avant de commencer, pour ceux qui ne connaissent pas OGSPC, c'est un cabinet de conseil d'audit en cybersécurité. C'est un centre de formation agréé. Il a des services d'audit et de certification. Il fait aussi de l'accompagnement personnalisé pour la gestion des risques et il offre des solutions sur mesure pour la protection des entreprises et de l'intelligence économique. Pour les formations offertes par OGSBC, ils sont en collaboration avec des organismes internationaux tels que PECB et EC Council. Pour les formations certifiantes de PECB, ils sont dans différents domaines tels que la gestion de risques, l'implémentation et l'audit des systèmes de management de la sécurité informatique, de la protection des données et de la sécurité du cloud. Pour les formations certifiantes EC Council, ils sont aussi multiples, donc des domaines de l'ethical hacking, du blockchain, du DevSecOps, de la sécurité du cloud, de la sécurité des applications web, etc. Donc, si vous voulez plus d'informations, vous pouvez nous contacter via notre adresse email euh, contact@ogsbc.ma ou bien vous pouvez visiter notre site web www.ogsbc.ma. Nos formations sont dans toutes les modes de formation possibles, le présentiel, le self-study et l'hybride. Ils sont disponibles sur Udemy, sur la plateforme Cybersecurity Certification et sur la plateforme Cyber Education. Nos clients qui nous font confiance sont l'Université Mondiapolis, le CNAM, Orange Cyberdéfense, Télécom Paris et bien d'autres. Donc, avant de céder la parole à Monsieur Jamal, je vous encourage vivement à poser des questions et à partager vos perspectives lors de la session Q&A. Merci de votre présence et de votre engagement. Je suis certaine que nous allons passer un moment enrichissant et instructif ensemble et je vous souhaite bonne séance. Merci beaucoup, Shema. Mais pourquoi tu les as encouragés à poser des questions? Ça va être très difficile. Ça va être très difficile de poser des questions. Eh ben, merci beaucoup, Shema. Merci beaucoup. Ouais, je t'en Écoutez, prie. Donc, je vais te donner la main merci. pour le partage. Merci beaucoup. Donc, je veux voir si je peux moi-même maintenant partager. C'est toujours désactivé. Ah Donc, non, c'est bon. tac, 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 tac. Partager l'écran. Oui, je peux partager l'écran. Je dois trouver juste le support. Bien évidemment, ce support, il sera par la suite partagé avec tous les participants, hein. Donc, Oui, bien il est sûr. où le support? Il est là, tac, 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 il est où? Il est où ce support? Il est là. Tac, 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 tac. Eh bien, voilà.
nous allons partager ensemble ce support et partager notre vision, hein, une vision qui est pas assez mature par rapport au jeune âge de ces de réglementation et directives. Faites attention d'ailleurs, il faut faire très attention qu'on n'est pas sur deux directives, hein, on est sur une réglementation et une directive. Donc, je vais vous dire c'est quoi la différence entre les deux par la suite. Je cherche juste à voir où je peux partager. Tac, 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 pourquoi je ne trouve pas le PowerPoint? Tac, partager l'écran, partager l'écran. Est-ce que vous voyez mon écran? Oh, Oui, oui, oui. oui. Ouais. Ouais. Très bien. Bon, donc les sujets que je veux aborder et très rapidement, hein, je veux aborder très rapidement, je veux parler très rapidement de Nice 1. Donc, je parlerai très rapidement de Nice 1. Je te rappelle dans peu de temps, je suis en webinaire. Ok, je te rappelle dans peu de temps. Donc, je veux vous parler sur Nice 1 assez rapidement. Je parle sur l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité et système d'information, et puis la réflexion au sein de la Commission européenne sur la stratégie de cybersécurité pour la décennie numérique. Et c'est de là où on a la source de toutes ces publications, des directives, des Jamal, réglementations. s'il te plaît, ta voix, c'est un peu Oui, loin. oui, oui, là c'est bon. Parfait, parfait, oui. Impeccable, merci de m'avoir informé. Par la suite, donc, je parlerai un peu sur Nice 2, les principaux changements par rapport à Nice 1 et Nice 2. Vous allez voir qu'on a fait un pas vers l'avant. Il y a des notions qui sont nouveaux, les entités essentielles et importantes. Je veux parler aussi sur ces nouveautés. Et puis, bien sûr, les obligations. Et c'est là où ça se joue des entités régulées. Quelles sont les obligations et comment on va accompagner cette entité, qu'elle soit essentielle ou importante, dans sa conformité NIS 2. Un grand projet, hein. C'est un très grand projet. Nous avons commencé avec quelques clients et je peux vous dire que ce n'est pas si évident que ça. Quoique nous avons appris pas mal de choses du RGPD. Et là, pendant la présentation, je vais vous dire ce que nous avons appris à fur et à mesure. Et puis, je parlerai de DORA et aussi de champ d'application de la structure de DORA et ce qu'elle va apporter DORA très bientôt, d'ici 1 an et demi à peu près. Donc, Nice 1 que vous connaissez tous, le paradigme a changé. Hein. Nice 1, c'était dans l'année 2016, elle était transposée en 2018. Le périmètre d'application de Nice 1 était quelques centaines d'entités, 300 entités. Pratiquement rien. Pratiquement rien. Donc, bien sûr, c'était un bon début. Avant de parler de Nice 1, de directif, il faut savoir c'est quoi la différence entre directif et réglementation. Et réglementation supranationale et réglementation extraterritoriale. C'est hyper important. Une directive européenne laisse à toutes les nations des marges de latitude et elle leur laisse le temps pour transposer cette directive européenne en fonction du pays, de ses entités, de sa philosophie, de ses entités cyber, etc. Par contre, une réglementation comme DORA, elle ne laisse pas de latitude ou très peu de latitude et tout de suite, elle est transposée en même temps dans tous les pays de la communauté européenne. Il faut savoir ça. Maintenant, DORA, elle est à l'échelle européenne. On peut parler d'une réglementation supranationale, mais on peut avoir, comme le RGPD, par exemple, une réglementation extraterritoriale, c'est-à-dire appliquée en dehors de la communauté européenne. Ça, c'est des notions juridiques sur lesquelles il faut au moins avoir le minimum. Donc, une directive avec transposition, une réglementation supranationale ou extraterritoriale, c'est-à-dire appliquée en dehors de l'Union européenne. D'ailleurs, si nous regardons dans le temps, les Américains sont les rois des réglementations extraterritoriales. Et les Américains, je parle des Américains comme je peux parler des Russes, comme je peux parler des Chinois qui font pratiquement la même chose, mais les Américains sont considérés en principe comme des alliés, mais lorsqu'on voit tout ce qui se passe, ne sont pas vraiment des alliés, dans la mesure où si on regarde l'histoire et l'historique des sanctions américaine sur des entreprises européennes, on voit qu'ils utilisent les réglementations comme une arme économique et à double tranchant et à deux vitesses de mesure. Donc là, c'est un sujet assez philosophique, je ne veux pas entrer dedans. Les Européens doivent quand même réfléchir, doivent se permettre de mettre en place, je veux dire, des instruments réglementaires pour qu'ils puissent quand même répondre à tous les défis
d'une stratégie de cybersécurité pour cette décennie numérique. Et c'est ce qui a commencé il y a quelque temps et c'est ce qui va évoluer dans le temps en fonction de l'évolution de la digitalisation de notre société, de la menace, de l'état de la menace, du mode opératoire de la menace. On s'aligne et on avance. Le paradigme change, les pratiques changent, les réglementations changent et durcissent. C'est comme ça, hein? C'est comme ça et pas autrement. Et la preuve Nice 1. Nice 1, il y a des obligations pour les États membres de définir une stratégie nationale, chose qui a été faite avec l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information. On a eu quand même des groupes de coopération. Le centre, c'est l'ANSSI. On a eu de saisir, etc. Mais il ciblait juste les grands acteurs économiques, quelques centaines, voire 300 acteurs économiques. Ils étaient transposés en 2018. Après 2018, si vous vous rappelez bien, eh ben, il y avait aussi la notion de l'opérateur de services essentiels qui n'existe plus, on en parlera. Donc, l'opérateur de services essentiels, à cette date, on a 300 entités qui étaient désignées et on avait une directive qui est appliquée à 300 entités qui n'est pas quelque chose de masse, qui n'est pas quelque chose qui va homogénéiser et qui va rehausser la maturité de la cybersécurité. Bien sûr, chaque époque a ses besoins. Chaque époque, le paradigme change. Eh bien, rappelez-vous, à partir de 2019, nous avons eu Covid. À partir de 2019, même avant 2019, nous avons commencé à avoir l'ère de ransomware. Vraiment, c'est l'époque de ransomware, avec tous les dégâts que les ransomware ont fait. La Commission européenne a commencé à penser à des stratégies de cybersécurité pour la décennie numérique et elle a mis une feuille de route. Vous voyez? Donc, bien sûr, l'ANSSI étant régulateur de Nice 1 et toujours régulateur de Nice 2, elle représente la France, elle régule les opérateurs à services essentiels, chose qui n'existe plus. On va parler de deux entités, entité essentielle et entité importante tout à l'heure. Et bien sûr, il y a le réseau CESIRT via le CERT français qui a été aussi mis en place. C'était pas mal comme toutes les directives que nous avons fait, même avant le RGPD, on avait la directive 95 qui, à son époque, elle n'était pas mal. On est passé au RGPD où on a eu des failles dans le RGPD. Et les failles dans le RGPD, on essaye maintenant, dans les nouvelles réglementations, d'avoir des retours d'expérience et de les prendre en considération pour qu'on améliore un peu ces réglementations. La stratégie de cybersécurité pour la décennie numérique, avant tout, c'est pour la souveraineté technologique de l'Europe. Écoutez-moi bien, je ne parle pas de la cybersécurité, je parle de la souveraineté technologique de l'Europe. Quand je parle de la souveraineté, eh ben, c'est lié à la cybersécurité. Parce que si on va regarder la définition de la cybersécurité, c'est quoi? La définition de la cybersécurité, c'est la protection des individus, c'est la protection des entreprises, des organismes, la protection des États contre les cyberrisques. Donc, à vrai dire, lorsque je veux aller jusqu'à protéger un État, je suis plus sur la souveraineté et la cybersouveraineté, si j'ose dire. Et donc, il y a eu des think tanks et des personnes et des équipes qui vont réfléchir et qui ont réfléchi. Ils ont dit, voilà, par rapport à cette décennie numérique, par rapport aux défis qui nous attendent, et ben, par rapport à la cybermenace, par rapport à la guerre de l'information qui a bel et bien commencé, sachant qu'on était au début de l'intelligence artificielle. Et il faut que vous sachiez, avec l'intelligence artificielle, on peut faire énormément de dégâts. Je peux vous donner quelques exemples par la suite. Donc, par rapport à tout cela, par rapport au IoT, par rapport au big data, par rapport à la performance de calcul, par rapport à tout cela, eh ben, on a en face de nous ou bien des profils d'attaquants qui sont malveillants, ou bien des profils d'attaquants qui sont étatiques, aussi qui sont ennemis. Donc, nous devons quand même reprendre les choses. Nous devons faire recours à des instruments réglementaires avec trois domaines d'action. La résilience, parce que l'indépendance technologique et le leadership de toutes les nations au niveau européen et toutes les entreprises au niveau européen, c'est ça qui va permettre la création de la croissance. Et c'est ça qui va me permettre que si demain il y a une guerre informationnelle, eh ben, on reste quand même dans la continuité d'activité ou si on a un sinistre ou autre, hein, qui peut être naturel, Covid par exemple ou autre. J'espère qu'on n'aura plus ça. Promouvoir le progrès d'un cyberespace mondial et inclusif dans lequel nous sommes tous
impliqués, nous sommes tous dans l'écosystème de tous, c'est-à-dire c'est de nos intérêts, nous tous, je parle des États de droit, d'avoir un cyberespace mondial qui est régulé et qui fait profiter à l'humanité dans son entier. Et puis renforcer les capacités opérationnelles dans tous les domaines, que ce soit les domaines hautement critiques ou le domaine critique ou le tout secteur des domaines hautement critiques et critiques. Et donc, il y a eu une suite, avant de parler de NIS 2, il y a eu une suite d'actes mais qui ne sont pas tous liés à la cybersécurité. Vous savez, dans la digitalisation, il y a une partie économique, il y a une partie sociale, il y a une partie relationnelle, il y a une partie transaction et il y a une partie cybersécurité qui va couvrir tout cela. Donc, on a sorti le Digital Marketer Act, on a sorti le Digital Service Act, on a sorti la loi européenne pour la cybersécurité, on a sorti le Cyber Resilience Act, on a sorti le Data Governance Act, on a sorti le RGPD et bien d'autres. Et puis, on a sorti aussi la Commission européenne, donc a contribué à sortir des réglementations ou des directives qui se focalisent sur la cybersécurité et la sécurité des actifs, dont NIS 2 et DORA. Je parle de NIS 2 et DORA et il y a pas mal d'instruments réglementaires qui vont suivre par la suite, et qui vont être très contraignants. Et vu les expériences que nous avons vécues auparavant, ça doit être contraignant. NIS 2. NIS 2, bien évidemment, il y a eu une décision de la Commission européenne d'étendre le périmètre et les ambitions sur des milliers d'autres entités. On était sur 300 entités. On parlait de la cybersécurité des opérateurs critiques. Maintenant, nous parlons de cybersécurité de masse. Donc, la nécessité d'une évolution au niveau de la communauté européenne et on va transposer en France par une prise de conscience massive, par une intégration des bases de cybersécurité et on a pris en considération la proportionnalité pour la première fois. C'est quoi la proportionnalité et la capacité? C'est-à-dire, on ne va pas regarder juste la criticité de l'entreprise, on va regarder aussi sa taille. Je vais vous dire quelque chose. Pour ceux qui ont travaillé dans le RGPD, et j'en ai travaillé plusieurs années jusqu'à maintenant, je bosse dans la réglementation RGPD. Il faut savoir que la réglementation RGPD a été faillible. Pourquoi elle était faillible? Parce que lorsqu'elle a été pensée, elle n'a pas été pensée avec la proportionnalité. C'est-à-dire, une entreprise où on a 3 personnes et une entreprise où on a 30 000 personnes, elle était soumise au même article. Chose qui n'est pas si logique que ça. Chose qui a fait qu'il y a pas mal d'entreprises qui m'ont dit moi-même et à mes collègues, écoutez, monsieur, nous, on ne veut plus être sur la conformité RGPD. Et il y avait un peu de la logique dans ce qu'ils disent. Là, on prend en considération la taille de l'entreprise, on prend en considération sa création de croissance par rapport au chiffre d'affaires, au bilan annuel ou autre, pour dire sur quelles mesures et sur quelles sanctions par la suite elle est soumise. Et là, on a appris quand même du RGPD et des erreurs que nous avons en RGPD. On a eu 4 directives avec une réglementation qui ont été une série, qui sont sorties en même temps, la 25, 54, 55, 56, 57. La 56, la 57, nous n'allons pas les traiter. La 56, elle a modifié d'autres directives, par exemple les DSP2 ou autres dans le milieu financier pour rendre conforme à DORA. Et la 57, elle traite de la résilience des entités critiques. Je parlerai des entités critiques par la suite. Et puis, nous avons eu la 2555 pour NIS 2 et DORA, la 2554. DORA, réglementation, NIS, directive. Et bien sûr, l'entrée en vigueur, c'était en janvier 2023. La transposition pour 17 octobre 2024 doit être transposée dans tous les États membres de la Commission européenne, de la Communauté européenne. Il y a plusieurs objectifs, mais là, j'ai essayé d'aller à l'essentiel. En fait, le premier objectif, faites attention, NIS 2, elle va se chevaucher avec DORA, c'est-à-dire les organismes financiers sont aussi soumis à NIS 2, pas seulement à DORA. DORA, il va aller plus dans la résilience. NIS 2, vous allez voir que c'est un large spectre des mesures qu'on va mettre en place. Je parlerai tout à l'heure de 10 je ne veux pas dire 10 exigences, parce qu'il y a beaucoup plus, mais 10 domaines de cyber et des mesures qu'on va mettre en place. On va créer des systèmes cyber résilients, bien évidemment. On va minimiser les incohérences en matière de résilience entre les différents secteurs de marché intérieur à la communauté européenne, parce que comme je l'ai dit tout à l'heure, nous sommes tous dans l'écosystème de tous, c'est-à-dire dans le supply chain, une entité, voire 2 entités ou plusieurs entités qui n'ont pas
la même maturité en cyber peuvent être un vecteur d'attaque. Donc, on va essayer quand même de minimiser ces incohérences. Ça va être par des réglementations, même ça va être par des exigences contractuelles. On en parlera. Hein. Il y a des exigences réglementaires, directives locales, des lois nationales, et il y a les contrats. Okay? Donc, il faut minimiser ces incohérences. D'autant plus que si nous regardons dernièrement les incidents, souvent, c'est dû à des incohérences ou c'est dû à un niveau de menace dans l'écosystème. On a 20 entités qui échangent. Il y a une entité qui a un niveau de menace haut, et bien c'est fini. Les 19 autres sont menacés. Donc, il faut quand même homogénéiser. Et puis, bien sûr, essayer de capitaliser sur l'état de la menace, sur la surveillance de l'état de menace pour avoir une base de connaissances communes profitable à toutes les parties prenantes soumises à NIS 2. Si on regarde sur ce schéma, on voit que c'était NIS 1, c'était sur les entités comme j'ai dit, on l'appelait opérateur à service essentiel, mais ça n'existe plus, cette nomenclature, à peu près 300, donc hautement critique. Et là, on passe vraiment à deux types d'entités, hautement critiques avec des sous-secteurs, des milliers, voire des dizaines de milliers, voire des centaines de milliers qui sont touchés par NIS 2. Ça n'a rien à voir avec NIS 1. Comme j'ai dit, la cybersécurité de la masse. Oui, parce qu'on baigne dans le digital, parce qu'on a réfléchi dans une stratégie de cybersécurité pour la décennie numérique. Eh bien, on est dedans. On est dedans. Et comme je l'ai dit, il y a beaucoup d'expériences vécues, beaucoup de retours d'expérience que nous avons vus, que ce soit par des attaques dans tous les domaines, hein, dans le domaine militaire, défense, dans le domaine politique, dans le domaine économique, qui montrent qu'il est temps qu'on réagit et on réagit fort. Et c'est le départ. Hein. Il y a encore beaucoup d'instruments réglementaires qui vont venir et qui vont recadrer cela. Sinon, on sera en danger et notre souveraineté sera en danger. Vous allez voir que les entités régulées par NIS 2 sont ou bien hautement critiques par l'annexe 1 de NIS 2, ou bien critiques par l'annexe 2 de la directive. Si vous téléchargez la directive sur le site de Légifrance, vous allez voir qu'il y a trois annexes. L'annexe 3, c'est des correspondances par rapport aux articles, on s'en fout. L'annexe 1, c'est de l'énergie jusqu'à l'espace avec des sous-secteurs, donc hautement critiques. Et l'annexe 2, c'est critique, c'est des secteurs aussi du service jusqu'à la recherche avec des sous-secteurs. Donc ça, au moins, on voit maintenant les secteurs et les sous-secteurs sur lesquels NIS 2 est soumise. Et là, on va regarder, OK, par rapport à NIS 1, on a parlé de périmètre, on a regardé de l'entité, et ben, quels sont les changements importants, à part le périmètre, les entités qui sont touchées. Et ben, je vais vous dire qu'il y a pas mal de choses. Si nous regardons la structure de NIS 2, on va voir, on a 144 considérants et 46 articles, avec deux annexes. Annexe 1, secteur hautement critique. Annexe 2, critique. Ces considérants sont les considérations, sont le contexte de la rédaction des 46 articles. Donc, on a quand même 46 articles qui sont sur plusieurs chapitres. Et donc, lorsqu'on voit tous ces articles, on se rend compte qu'il y a une approche plutôt proactive. Ça nous rappelle le RGPD, on est plus sur la prévention. La notification de menaces et des incidents dans l'article 23 de NIS 2 pour les saisir et l'ANSSI, 24 heures, hein, dans les 24 heures, est beaucoup plus efficace parce que c'est un processus d'établissement des rapports à plusieurs niveaux. Une alerte, une notification d'incident, qu'est-ce que vous avez fait, un rapport intermédiaire, le rapport final et le rapport d'avancement pour que cela ne se répète pas ou que l'impact soit minimum. Retour d'informations et d'enseignements tirés accru par rapport à tous les incidents. Et ben, écoutez, le constat, c'est qu'aujourd'hui, on a 10 incidents, demain, on a 20, dans un an, on a 20 000, dans 3 ans, on va avoir 3 millions. Et ben non, ça doit s'arrêter. On doit, au lieu d'avoir aujourd'hui 1000 incidents et demain 2000 incidents, on doit avoir aujourd'hui 1000 incidents et demain 500 incidents. Et c'est ça l'objectif. J'espère qu'on atteindra, c'est à titre indicatif ce que je dis, mais juste les incidents doivent diminuer et pas se multiplier. Vous voyez? Donc, on doit avoir des retours d'expérience. On ne doit pas lâcher tout dans ce cyberspace sans rien faire. Il faut un gendarme, il faut des réglementations, il faut des lois dans ce cyberspace. Et bien sûr, le renseignement sur les menaces et le partage d'informations.
Comme j'ai dit, donc NIS 2, 144 considérant 46 articles. RGPD, c'était 173 considérant 99 articles. DORA, vous allez voir, on a 106 considérations et 64 articles. Voyez, donc, c'est autre philosophie avec DORA. Et puis, donc là, on a intégré la proportionnalité. C'est-à-dire quoi? On a deux typologies d'entités différentes. On a les entités essentielles et on a les entités importantes. Les exigences ne sont pas les mêmes et les sanctions ne sont pas les mêmes. Mais comment on va identifier une entité essentielle d'une entité importante? Parce qu'on ne parle plus d'opérateur à service essentiel. On n'en parle plus. Avec NIS 1, on parlait de ça, maintenant on n'en parle plus. Donc, la proportionnalité, c'est quoi? C'est par rapport au chiffre d'affaires, par rapport au nombre de salariés et par rapport à l'actif de l'entreprise. Et puis aussi par rapport à hautement critique ou juste critique. Et vous allez voir que pour les entreprises ou pour les entités essentielles, le contrôle, c'est l'ANSSI, l'Agence nationale de sécurité système d'information. Elle a un programme annuel. Eh ben, je veux contrôler ici, je veux contrôler là, je veux contrôler là. C'est l'annexe 1. Ils seront dans l'annexe 1. Les entités essentielles ils seront toujours soumis à l'annexe 1. Les entités importantes, ils peuvent être dans l'annexe 1 ou l'annexe 2. Et là, ce qui va jouer, c'est la taille de l'entreprise. Et le contrôle, ça sera à l'initiative d'une plainte ou d'une identification d'une non-conformité ou d'une violation ou d'un incident grave ou autre. Vous voyez? Donc, si on regarde la première règle de base des entités essentielles, c'est très simple. L'annexe 1, tout ce qui est dans l'annexe A, on les considère des entités essentielles à condition, nombre d'employés supérieur ou égal à 250, ou, je dis bien ou et pas et, le chiffre d'affaires supérieur ou égal à 50 millions d'euros ou le bilan annuel est supérieur ou égal à 43 millions d'euros. Un de ces critères est là, c'est une entité essentielle, point final, elle est soumise à l'annexe 1. OK? Donc, hautement critique. Et elle a des sanctions et des exigences totalement différentes. Aussi, il y a pour les entités essentielles une règle secondaire. Tout ce qui a été dans NIS 1 désigné comme opérateur de services essentiels, à peu près 300 entités, eh bien, sont des entités, ils passent en entités essentielles. Donc, ce que j'ai dit, plus ce que je viens juste de dire, les 300 de NIS 1, plus des spécificités des prestataires de services de confiance comme la DNS, quelle que soit la taille, des registrars ou autres, les fournisseurs de réseaux publics de communication électronique publique, accessibilité de toute la communication électronique, la résilience des entités critiques, toute entité soumise à la directive 2557 dans la résilience des entités critiques aussi, c'est une entité essentielle. Donc là, on connaît les entités essentielles. Tout ce qui est soumis à la directive REC, résilience des entités critiques, tout ce qui était soumis au SE de NIS 1, et toute entreprise qui répond à l'annexe 1 de hautement critique avec ou bien 250 salariés ou bien 50 millions de chiffre d'affaires ou 47 millions d'actifs. Là, on connaît les entités essentielles et après, on va voir les mesures ou les exigences sur les entités essentielles. Les entités importantes, on a pris l'annexe 2 et l'annexe 1 pour les entités importantes. En fait, cela va dépendre, et c'est là où on a appris du RGPD, cela va dépendre de la taille de l'entreprise. Est-ce que c'est une taille moyenne? Est-ce que c'est une taille moyenne et plus? Si elle est moyenne et elle est hautement critique, elle est quand même une entité importante. Si elle est moyenne et plus, elle est entité moins critique, pas hautement critique, elle est aussi une entité importante. Si vous voulez, ici, j'ai résumé ici les entités régulées par NIS 2. Ils peuvent être intermédiaires et grandes, ou bien nombre d'employés de 150 et plus, ou bien chiffre d'affaires plus que 50 millions, ou bien bilan annuel plus que 43 millions. Si c'est hautement critique, vous regardez en fait la NIS 2, il y a tous les hautement critiques, et ben c'est une entité essentielle. Si elle n'est pas hautement critique avec les sous-secteurs de non hautement critique, seulement critique, c'est une entité importante. Donc, c'est là où ça va s'appliquer. Tout le reste, si l'entreprise elle est entre 50 et 250 salariés, entre 10 millions et 50 millions de chiffre d'affaires, entre 10 millions et 43 millions de bilan annuel, qu'elle soit hautement critique ou critique, c'est une entité importante. Les choses sont claires. Les choses sont claires. Les micro et les petites entreprises sont épargnées. Je vais vous dire pourquoi. Ce n'est pas parce qu'on ne veut pas, parce qu'on sait qu'ils vont prendre le risque de ne pas être sur la directive NIS 2, comme
le RGPD et ce qui se passe maintenant. Donc, nous apprenons dans le temps. Nous apprenons dans le temps. Après, rien n'empêche que sur ces TPE, PME, nous imposons d'autres mesures ou une autre réglementation. Pourquoi pas? D'ailleurs, le RGPD, maintenant, il y a des réflexions pour faire un RGPD allégé pour ces petites entreprises. Donc, au lieu de faire un RGPD pour tout le monde et on fait marche arrière, non. On a fait maintenant des entités importantes, des entités essentielles, et après, on verra pour les TPE. Quelles sont les obligations et la déclaration ou les exigences? Eh bien, la notification à l'Agence nationale de sécurité système d'information. On envisage en France de mettre en place ce mécanisme pour notifier auprès de l'ANSSI, qui a vu ses champs d'action beaucoup plus larges. La communication des informations de contact et de mise à jour de ces contacts, l'adresse et les coordonnées de l'entité. Après, c'est quoi l'entité? Elle est essentielle, elle est importante. La déclaration à l'ANSSI des incidents majeurs dans les 24 heures. Une notification, un rapport d'avancement, un rapport final. C'est-à-dire là, ce n'est pas une notification à la con comme le RGPD. On notifie, non. On notifie, on met un rapport d'avancement et un rapport final et quelles sont les actions que nous avons mises pour que cet incident ne se répète pas, pour minimiser le nombre d'incidents et pas laisser les incidents augmenter. C'est-à-dire, on veut des mesures efficaces. Le RGPD, il y a pas mal de mesures dans le RGPD qui ne sont pas applicables vraiment, sauf sur les grandes structures. Donc, les mesures de sécurité prévues par NIS2, bien évidemment, toutes, en fait, si j'ose dire, hein, et moi qui travaille dans l'implémentation de la 27001 et dans l'audit de la 27001, la 27001 est un point de départ qui est très important pour atteindre la conformité NIS2. Et je sais très bien de quoi il s'agit dans la 27001. Est-ce que cela suffit? Non, mais c'est un bon point de départ. D'ailleurs, si vous regardez le considérant 79 de Nice 2, il le dit. Ce n'est pas moi qui le dis. C'est le considérant 79. C'est-à-dire, pourquoi pas ne pas bâtir? Pour ceux qui ont la 27001 sur un périmètre, pourquoi ne pas le bâtir? Et ceux qui n'ont pas, eh ben, commencer à implémenter la 27001. Les obligations sont nombreuses et lorsqu'on regarde les obligations, on se rend compte qu'un point de départ, c'est la 27001. Regardez, les politiques relatives à l'analyse des risques et à la sécurité des SI. Qu'est-ce que ça vous rappelle? Qu'est-ce que ça vous rappelle? La clause 6 de la 27001. La gestion des incidents, qu'est-ce que ça vous rappelle? Quelques mesures dans l'annexe A, notamment les mesures technologiques. La continuité d'activité aussi. La sécurité de chaîne d'approvisionnement, qu'est-ce que ça nous rappelle? Ça nous rappelle les exigences dans la clause 6 d'une déclaration d'applicabilité avec les mesures qui ne sont pas seulement sur l'entité, avec une méthode d'analyse de risque qui est reproductible, qui dit une méthode d'analyse de risque reproductible, c'est-à-dire elle prend en considération la chaîne d'approvisionnement, 27001. La sécurité et l'acquisition, développement et de la maintenance des SI, des mesures dans l'annexe A de la 27001. Des politiques et des procédures pour évaluer l'efficacité des mesures. Eh ben, l'audit interne, les indicateurs, les revues de direction, eh ben, de la 27001. Il va au-delà, mais je vous montre quand même que la 27001 est un bon point pour atteindre cette conformité. Les pratiques de base, eh ben, lorsqu'on regarde les 93 mesures de la 27001, il y a quand même le cyberhygiène et la formation à la cybersécurité, c'est-à-dire il y a une formation pour monter en compétences, il y a des sensibilisations pour la responsabilisation et la pédagogie et les bonnes pratiques. Des politiques et des procédures relatives à l'utilisation du chiffrement, eh ben, regardez aussi dans l'annexe. Dans l'annexe A, il y a pas mal de mesures sur le chiffrement. Okay. La sécurité des ressources humaines, des politiques de contrôle d'accès à la gestion des actifs. Dans les mesures organisationnelles, on en a pas mal. Et puis l'utilisation des solutions d'authentification à plusieurs facteurs ou authentification continue, communication vocale, vidéo, etc. Donc, si on regarde toutes ces mesures de sécurité prévues par NIS2, bien sûr, la 27001, c'est un bon départ. Bien sûr, tout cela doit être basé, comme la 27001, sur une analyse de risque. Et puis, la formation que j'ai suivie, que vous pouvez la suivre aussi, vous pouvez être certifié, eh ben, elle tourne sur l'implémentation de NIS2 et on voit une similitude avec l'implémentation de la 27001, même qu'il va au-delà de la 27001. Pour les amendes administratives, en cas de non-respect des exigences de la directive NIS2, ça dépend si c'est une entité essentielle ou une entité importante. Si c'est une entité essentielle, c'est hautement critique, ou les OSE de Nice 1, ou tous ceux qui sont régis sur la directive de cyber-résilience critique, les entités critiques cyber-résilience. Bien évidemment que les sanctions vont être plus que les entités importantes. On est 10 millions ou 2% du chiffre d'affaires mondial. Ça nous rappelle le RGPD, hein, c'est très proche du RGPD, ou 7 millions ou 1,4% du chiffre d'affaires annuel mondial dans le cas d'une entité importante. Et bien sûr, il faut savoir une chose, que même dans les entités essentielles, il y a des conséquences supplémentaires qui vont vers les dirigeants.
C'est-à-dire, on responsabilise les dirigeants pour leurs actions, pour leurs décisions. On peut l'interdire temporairement d'occuper des fonctions, même on peut mettre de l'intérim sur quelques entités, c'est-à-dire des protectorats sur ces entités qui vont être suivis par l'ANSSI ou autre. Donc là aussi, ce sont des conséquences supplémentaires qui font quand même peur parce que la responsabilité de dirigeant est entamée par rapport à ces actions et par rapport à ces décisions qui peut-être ont abouti à un incident grave ou un sinistre. Il y a énormément de choses à dire encore sur NIS 2, mais comme je vous ai dit, là, on est sur un webinaire pour donner juste les grands axes de NIS 2. Après, il y a des formations que nous allons proposer. Je vous montre par la suite le programme de formation sur 4 jours où on vraiment NIS 2 Lead Implementer. C'est NIS 2 Lead Implementer. Comment on implémente NIS 2 de A à Z. Pour Dora, Dora, c'est un peu moins compliqué. Bon, bien sûr, Dora, on a encore le temps de la mise en application parce qu'on a pratiquement jusqu'à janvier 2025. Dora, comme son nom l'indique, Digital Operational Resilience Act, la réglementation sur la résilience opérationnelle numérique. L'augmentation vise les instituts financiers. Maintenant, je n'ai pas regardé. J'ai mis une liste non exhaustive. Je ne le connais pas tous. L'établissement de crédit, de paiement, de services de compte, de monnaie électronique, d'investissement, des fonds d'investissement, des sociétés de gestion. C'est une liste non exhaustive, mais quand même, on en a quelques milliers quand même. On en a quelques milliers. Okay? En France, il y a ce qu'on appelle l'autorité de contrôle prudentiel résolution. Eh ben, l'ACPR en France est adossée à la Banque de France. Donc, le régulateur, l'autorité nationale en France, compétente par rapport à la supervision de DORA et à la veille au respect du règlement DORA, c'est la Banque de France. Okay? Voilà. Après, il y a, pour les sanctions, tout cela, ce n'est pas encore clair et c'est laissé à la discrétion de chaque État. Okay? Donc, il y a plusieurs objectifs, dont 2 essentiels. Prévenir et réduire les cybermenaces pour garantir que les entités financières peuvent résister pas sur des incidents bien évidemment, mais sur des sinistres, c'est-à-dire sur un arrêt d'activité ou une perturbation. Et bien sûr, élever la résilience opérationnelle. Et cela va impliquer plusieurs mesures. Donc, il y a plusieurs règles qui sont là et qui vont impliquer plusieurs mesures. Comme je dis, Dora, c'est plus simple. À la lecture de Dora, j'étais beaucoup plus à l'aise que lorsque j'ai lu NIS 2. 106 considérations et 64 articles, il n'y a pas d'annexe et beaucoup plus clair lorsque peut-être parce que c'est très cyber et je suis dans le domaine, hein. C'est-à-dire dans NIS 2, on voit beaucoup de juridique et on voit de cyber. Mais là, on voit vraiment beaucoup de cyber, une gouvernance renforcée, la gestion de risques liés au TIC, la gestion de la classification, la conduite des tests de résilience dans le cadre d'un PRA, PCA, l'encadrement des prestataires de services, donc le cadre de DORA, certes les entités financiers avec la liste qui est non exhaustive, plus la partie prenante dans l'écosystème de ces entités, c'est-à-dire leurs services, leurs prestataires de services sont soumis aussi, hein, et le partage d'informations en matière de cyber. Ce va, toutes ces exigences, il va en découler, de ces règles, il va en découler des exigences sur la gestion des risques. J'ai toujours dit pendant tous mes webinaires, allez, formez-vous à la gestion de risques cyber. Rappelez-vous, pour ceux qui me connaissent ou pour ceux que j'ai coachés. Donc là, on voit que ce soit dans NIS 2 ou dans DORA, on voit un point commun. Analyse de risque et pourquoi pas 27001, voire 27002 si je veux regarder juste l'annexe A de la 27001. Eh bien oui, et d'ailleurs, c'est écrit noir sur blanc dans le considérant 79 de NIS 2. Il parle de la 27001. Hein. Il parle de l'analyse de risque. Donc là, on voit l'identification et l'évaluation de risque selon l'ISO 27005 avec une méthode de gestion de risque. Pourquoi pas EBIOS RM? Pourquoi? EBIOS RM, elle prend toutes les entités dans l'écosystème, c'est-à-dire les prestataires de services, avec toutes les mesures de sécurité pour répondre à ces risques. Les tests de résilience opérationnelle, quoi qu'elles soient, notamment sur les réponses aux incidents qui peuvent être des sinistres. Donc, on va mettre en place des PCA, des PRA. Sur le PRA, on va regarder les RTO, on va regarder le WRT, on va regarder le MTD et le PCO. Vous voyez? Donc, tout cela, ce sont des délais qui vont être bien étudiés en fonction de business impact analysis sur l'entité sur laquelle on va mettre des PCA ou autres. La détection et la notification, bien évidemment, on doit détecter pour notifier, donc tous les outils SIEM. Bien sûr, c'est les entités financières, je peux penser à du ArcSight, je peux penser
à des outils SIEM qui sont grandioses que Radar ou autres. Donc, ou des soirs, hein, des soirs qui sont basés sur l'intelligence artificielle. Et en parlant de l'intelligence artificielle, et avec des enquêtes à chaud et des enquêtes à froid. Évaluation des fournisseurs et surveillance continue, une amélioration continue et conclusion sur le respect des SLA et des contrats. Okay? Et bien sûr, par la suite, nous avons des amendes qui sont beaucoup moins claires. Dans DORA, les amendes sont beaucoup moins claires. Pourquoi? Parce que les amendes dans DORA sont laissées à l'appréciation de l'État. Vous voyez, donc il y a des restrictions opérationnelles, il y a des amendes financières, il y a des publications des sanctions, ça va toucher vraiment à la réputation et à la crédibilité de l'entreprise. Et aussi, il dit dans l'article 50 que je l'ai noté ici, l'appréciation de la sanction est laissée aux États membres et à leurs autorités compétentes qui peuvent adopter tout type de mesures. C'est-à-dire qu'il n'y a pas juste les sanctions pécuniaires, mais tout type de mesures, y compris de nature pécuniaire, c'est-à-dire financière. Et puis, il dit aussi qu'on peut avoir des pénalités sur les prestataires qui peuvent être journalières sur des astreintes s'élevant à 1% maximum de leur chiffre d'affaires mondial. Ce n'est pas encore clair, c'est l'article 54C et l'article 35 de DORA. Et puis, il parle un petit peu sur l'intelligence artificielle, il parle sur toutes les menaces qui peuvent venir, qu'on n'a pas encore, on n'a ni éthique ni réglementation. Si vous regardez maintenant, si on regarde l'intelligence artificielle, il y a quelque chose qui commence à me choquer. Il y a quelque chose qui commence à me choquer. On n'a plus besoin. Nous n'avons plus besoin d'avoir une connexion pour identifier une personne. C'est-à-dire, je suis là, je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de téléphone. Ils peuvent m'identifier avec l'intelligence artificielle. Je n'ai pas de téléphone. Je n'ai pas de PC. Je n'ai rien. Je suis assis là. Eh ben, je suis dans une belle ville au Maroc là, qui s'appelle Essaouira parce qu'il y a un joli festival ces 3 jours. Eh ben là, je vous les ai dit, mais si on fait recours à l'intelligence artificielle, même si je n'ai pas de téléphone et je n'ai pas de PC, on peut identifier que Jamal Saad, il est à Essaouira. C'est une question pour vous et je vous répondrai si vous faites appel à moi, je vous dis comment, par l'intelligence artificielle. Et j'insiste, ni téléphone, ni PC, ni aucun device émettrice d'ondes. Zéro. Et ils peuvent m'identifier grâce ou à cause, parce que ce n'est pas une bonne chose, à l'intelligence artificielle. Celui qui veut savoir, il peut me contacter et je lui dis comment. Donc, entre autres, hein, on parle de ça, entre autres, tout cela, toute cette technologie qui n'est pas encadrée, toutes ces attaques qui sont sans éthique, tous les profils de l'attaquant, que ce soit étatique, que ce soit pour le saboter, pour espionner, pour faire un peu du chantage par rapport à des gains. Lorsqu'on regarde, par exemple, ce qui se passe avec les ransomware, mais c'est une catastrophe. Le ransomware qui a touché Pipeline, il a touché la souveraineté des Américains, hein, parce qu'il y a eu des décrets pour distribuer les carburants à travers des camions citernes. Et il y a eu aussi des avions qui étaient bloqués sur les aéroports. Hein. L'aéroport, c'est un opérateur d'importance vitale. Et il y a eu le prix de litre de gazole qui a augmenté. Et ça, c'était à cause d'un ransomware. Voilà, donc là, on voit tout de suite les causes et effets. Eh bien, écoutez, je ne veux pas aller plus loin, je veux juste vous proposer le programme de formation NIS 2. Il y a plusieurs manières de le passer avec une certification NIS 2 Lead Implementor. Honnêtement, j'ai passé ces 2 certifications et je trouve qu'elles sont hyper intéressantes. Vous pouvez ne pas passer la certif, mais au moins vous former et vous pouvez auto-former aussi. Il y a toutes les possibilités. Donc, sur 4 jours, ils vont vous expliquer déjà NIS 2, ils vont aller beaucoup plus dans les détails dans les articles. Donc, 46 articles où il y a beaucoup plus de détails. L'analyse du programme de conformité, on fait un gap analysis. On regarde tout ce gap analysis est basé sur le métier lui-même. Est-ce qu'on est une banque, on est une entité importante, une entité essentielle sur quoi on est soumis, et sur la gestion de risque. Après, toutes les mesures globaux pour répondre aux risques et principalement sur la gestion des incidents et la gestion des crises. Et après, tout ce qui est communication, tout ce qui est surveillance, tout ce qui est amélioration continue, dans un cadre philosophique comme la 27001 du PDCA. Et puis, il y a, si vous souhaitez passer un examen de certification,
Il y a un examen de certification que si vous vous préparez, il n'est pas mal. Dora, c'est la même chose, mais il met l'accent sur la gestion de risque et la gestion des incidents, sur toutes les parties prenantes et l'amélioration continue. Un peu plus simple, Dora, que NIS 2. Voilà, c'est tout ce que je veux vous dire. Il y a énormément de choses à dire, mais nous ne sommes pas dans le cadre d'une formation. Nous sommes dans le cadre d'un webinaire. Et là, je suis là si je peux répondre à quelques questions que vous allez me poser. Allez, je vous écoute. Merci pour votre attention. Euh, je- Pardon. C'est Ben Ali, bonsoir. Comment vas-tu, Ben Ali? Très bien, et toi? Je ne t'ai Très pas bien, vu, ça me merci. fait plaisir que tu sois là. Merci beaucoup. Tout d'abord, ben, merci pour ce webinaire, il est très, très, très intéressant. Ça donne envie d'aller d'en savoir un peu plus, surtout sur la partie Nice 2. Par contre, moi, j'ai juste une question concernant Nice 2. Courant le slide, tu avais à un moment donné départagé entre du moins, entités importantes et essentielles. Alors, Oui, après, tu as montré une page où il y avait un tableau en fonction du nombre de personnes, du d'employés, salarié, voilà. de salariés Oui, oui, et de chiffre d'affaires. Alors oui, là, moi, j'ai une petite question piège pour toi. oui. Alors, Pourquoi moi, piège? Il ne faut pas, cher ami. Pourquoi tu veux question piège? Je suis gentil, moi. Pourquoi tu veux oui, tu piège? es très, Allez, très go, gentil. go, go. Oui, Alors moi, je pense beaucoup tout ce qui est SIV, service d'intérêt vital ou mm, importance vitale. Donc, mm, du coup, ben, c'est organisme d'intérêt vital. Et si j'essaie de transposer cet aspect-là, parce que moi, le NIS 2, c'est très, très proche, ou alors limite, j'ai envie de bien dire, sûr, 4, 5 mois. voilà. Mm, Et je me dis, par exemple, si je prends un exemple, tu as notifié il y avait des organismes, par exemple, dans le secteur énergétique, secteur oui, bancaire, mm, administration publique, tout ce qui est communication et tout. Par contre, il y en a un seul, alors je ne sais pas s'il est dans la liste ou pas. oui, Pourtant, il y a énormément de salariés, mm, mais par contre, il génère zéro de chiffre d'affaires. Et il oui, est classifié comme OIV. Et c'est oui, ni plus ni moins que les services météorologiques. oui. Attention, cher ami, là, on est sur Nice 2. N'oublie pas qu'il y a la LPM. N'oublie pas Ah ça. oui, d'accord, ok. Oui, Ok, ok. donc, Donc, il ne dépend pas de la. D'accord. bien sûr, il y a la LPM. Donc, il y a la LPM. Oui, Il est oui, classifié LPM. mm, Ok, bon, oui, bah écoute, tu as voilà. répondu à ma question. Voilà. Voilà, Ok, voilà, nickel. Merci beaucoup. je t'en prie, cher ami, je t'en prie. Est-ce que quelqu'un souhaite poser d'autres questions, que ce soit sur le contenu ou par curiosité ou sur les formations ou autre? Shafik, est-ce que je peux t'aider? Shafik, Shaima Harouche, qui est une grande experte dans le domaine du RGPD, elle est DPO d'ailleurs. Grand bonjour à Shaima. Est-ce que vous avez des questions? Oui, Jamal, il y a des questions sur le chat. Ok, mais moi je ne vois pas le chat. Attendez, je veux aller voir le chat, oui. Je Donc, peux commencer avec la première question. voilà, allez, go. Oui, je ne vois pas le chat. Et donc, la question de Ludivine. Mm. Savez-vous qui ou bien quel organisme inspecte cette directive en France? L'ANSI, on a dit, c'est l'ANSI, hein. C'est OK. l'ANSI qui est le régulateur, oui. Et qu'est-ce qui déclenche une inspection, un audit? On a dit, il n'y a pas un audit, hein, il n'y a pas un audit. Il y a ou bien c'est une entité essentielle ou bien c'est une entité importante. Si c'est une entité essentielle, l'ANSI, tous les ans, a un programme pour contrôler la conformité NIS 2. C'est elle qui va décider, voilà, telle entité ou telle entité ou telle entité. Si l'entité est essentielle. Si l'entité est importante, cela va dépendre s'il y a eu un problème, une violation de données, un incident, un sinistre, une plainte. Là, ça peut déclencher un contrôle de conformité. Donc, dans ces deux visions, pour le moment, c'est ce qui est prévu par rapport à l'ANSI. OK. Donc, Mariam dit pourquoi implémenter la 27001 ne suffit pas à implémenter la NIS 2 ou DORA? Qui Mariam qui ou Mariam autre que Mariam qui dit ça? Quelle Mariam? Oh, je Mariam la connais. Farage. Mariam Farage, je ne la connais pas. Ben, ça me fera plaisir de la connaître parce que tout simplement, la 27001, il prend en considération les mesures d'un système de management de la sécurité sur un périmètre très limité. NIS 2, elle est applicable pas seulement sur le système d'information, sur toute l'entité. Donc, un SMSI peut être l'embryon de NIS 2, mais le périmètre, jamais il va couvrir NIS 2. Ça, d'une part. D'autre part, dans la philosophie de la 27001, on regarde cet organisme. Cet organisme, c'est quoi sa mission? Sa mission est de faire de la vente en ligne, ou sa mission est de fournir du cloud, ou sa mission est X, et de faire de la formation.
et on regarde son besoin en sécurité et on implémente la 27001. Il n'y a pas une exigence de NIS 2. NIS 2, elle exige des mesures. Mais 27001, c'est en fonction de la mission, on va adapter son besoin de sécurité et on va mettre une politique pour atteindre ses objectifs de sécurité. NIS 2, il y a des exigences légales. 27001, c'est du volontariat avec un périmètre très limité. OK? Ok. La question de Jean-Baptiste. Oui. Pouvez-vous nous préciser ce qu'il y a de plus sur NIS 2 par rapport à ISO 27001, à part les sanctions administratives et la notification des incidents? Écoutez, avant tout, les exigences de NIS 2, ils vont sur tout le périmètre. C'est la même question qu'elle a dit tout à l'heure, Mariam, notre collègue. NIS 2, déjà, la philosophie n'est pas la même. Déjà, 27001, c'est une norme qui ne prévoit pas la loi. C'est du volontariat et c'est surtout de business. Pas mal, pas mal. Et je l'ai dit, la 27001, on adapte l'implémentation de la 27001 par rapport à la mission de l'entreprise. Et là, dans le NIS 2, c'est une exigence légale. C'est la première chose, c'est une très grande différence. La deuxième, sur tout le périmètre, donc la 27001, toujours, on dit on est certifié 27001, on peut être certifié sur un processus, chose que je l'ai fait chez un client, processus de gestion des identités. NIS 2, c'est très large. Donc, toutes les mesures vont être applicables et toute l'appréciation de risque, ça va être sur tout l'organisme avec tous ses parties prenantes, avec toutes ses agences, sachant que la 27001, ça va être sur minime. Et puis, bien évidemment, dans le cadre de la 27001, les sanctions sont plus d'ordre commercial. Mais dans le cadre de NIS 2, il y a des sanctions pécuniaires, des exigences réglementaires obligatoires. Okay? Ok. Ayoub Chiguigui a signalé un point. Il y a un sujet autour de la non-applicabilité des sanctions quand il s'agit d'administration publique. C'est vrai. Je n'ai pas abordé ça, mais c'est vrai. Je n'ai pas abordé ça, c'est vrai. On exclut certaines entités de l'administration publique, c'est vrai, cher ami, qui sont impliquées dans des activités de sécurité nationale, dans la sécurité publique et dans la défense. Ça, je n'ai pas parlé de ça, mais tu as raison. Oui, On exclut ces entités. il ajoute, je pense que ce n'est pas bon puisqu'un juste ne respecte pas le principe d'équité. Fais attention, cher Ayoub. Il y Mhm. a d'autres lois qui sont applicables. Et je vais te donner un exemple. Lorsqu'on regarde le RGPD, tout ce qui touche à la sécurité nationale, les données ne sont pas soumises au RGPD malgré qu'ils sont des données à caractère personnel, mais ils sont soumis à la directive police et justice. Et ils sont soumis à la directive PNR, Passenger Number Record, pour ceux qui voyagent et tout ce qui est Mhm. terrorisme. Non, Donc mais on est là, d'accord. hmm, On est d'accord, Jamel. En fait, c'est juste, hmm, par exemple, parce que moi, je travaille, j'accompagne des hmm, organisations hmm, privées. Des fois, hmm, le constat qui est fait aussi, c'est que tout ce qui est applicable et du coup qui nécessite d'émettre des amendes et l'appliquer au hmm, secteur privé, hmm. limite, c'est devenu comme un moyen de racter les institutions privées. Hein. C'est surtout Ouais, ça. Alors, maintenant, il y a quand même un peu de ça, mais je peux t'assurer, et c'est un sujet qui, qui est au-delà de ce webinaire. oui, Hein. oui, Je oui, te l'avais oui, je dit, c'est sais, au-delà de ce mais c'est webinaire, pour mais ça que on exclut parce- certaines entités de l'administration publique, surtout ceux qui font de la sécurité nationale, c'est-à-dire des activités de sécurité nationale, de sécurité publique ou de défense. OK? Ou ceux qui appliquent la loi, hein, les tribunaux. Mais il y a autre encadrement. Comme dans le RGPD, on a mis d'autres directives, là, il y a d'autres directives. OK? Ok, merci. Je t'en prie. Ok, une question de Shafik Mohamed. Shafik. Nous avons vu qu'avec le RGPD, le niveau de sanctions administratives de la CNIL a rarement atteint les 2% ou bien 4% du C'est chiffre vrai, d'affaires. c'est vrai. Pensez-vous que l'ANSSI osera sanctionner réellement à un niveau plus élevé? Oui, je le pense fortement. Je le pense fortement. Je veux te dire pourquoi. La première chose, c'est qu'on a rectifié l'erreur du RGPD, si j'ose dire, hein, c'est mon avis. Hein. C'est-à-dire, dans le RGPD, on ne parlait jamais d'une taille d'entreprise. Moi, j'ai accompagné, Shafik, une entreprise, ils étaient 3 personnes, ils étaient soumis à tous les articles du RGPD. Bah, honnêtement, à leur place, je ne me conforme pas sur le RGPD. D'ailleurs, ils ne se sont pas conformés. Hein. On a arrêté le projet. Là, il y a ce point de différence déjà.
La deuxième chose, fais attention, là, on ne parle pas de l'entreprise de petite taille qui n'est pas si critique. On parle de tout ce qui est hautement critique, on parle de tout ce qui est critique. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire, on ne va pas penser juste cybersécurité, on va penser souveraineté. Je suis sûr et certain que ça va être plus que bien appliqué. Okay? Et on verra les jours à venir. Ok, merci Jamal. Question encore de Mariam Faraj. Dans le domaine bancaire ou financier, la résilience est déjà bien présente. Qu'est-ce que Dora apporte de plus? Mariam, Mariamti, Aini Mariama, والقلب مجروح. Mariam, je veux te dire quelque chose. Tu peux me dire, tu fais quoi dans la vie déjà? Est-ce que tu es une consultante en cyber dans l'entreprise ou pas? Bonjour, Monsieur À, Saad. à très Effectivement, bientôt, Ben vous Ali. m'entendez? Oui, oui, je vous entends Vous très bien. m'entendez? Je vous écoute, oui. Effectivement, je suis consultante en cybersécurité. J'ai un Mm, passé en safety et je serais mm. aussi ravie de faire votre connaissance. Merci C'est énormément pour réciproque. ce webinaire. Avec Et un grand j'ai plaisir. suivi et j'avais des questions comme ça de Ma- curiosité Oui, pour comprendre oui, qu'est-ce que ça pourrait apporter de plus. c'est bien placé, c'est bien placé, c'est bien placé ta question. D'ailleurs, c'est pour ça que je t'ai demandé qu'est-ce que tu fais. Je veux te dire quelque chose, Mariam. Et c'est quelque chose que je l'ai vécu pendant pratiquement 30 années d'expérience professionnelle. Lorsque sur l'homme, femme, homme, sur l'être humain, nous imposons pas des mesures et on laisse du volontariat, il fera un PCA qui restera des documents sur un coin dans un bureau et qui sera jamais opérationnel. La conception sera là, mais le fonctionnement du PCA sera zéro. Il y a une crise, eh ben, je ne veux pas prendre ces bouquins, ils vont me le faire. C'est ça la différence, Mariam. Là, on Ok. l'impose. C'est ça. Parce que lorsqu'on met en place des PCA, j'en ai participé, hein, en France, j'en ai participé. Je peux t'assurer qu'on va les mettre en place. Souvent, c'est de la conception. Et si on le met en place vraiment, c'est-à-dire en face à la passe d'où, on ne le met jamais à jour par rapport au risque, par rapport au scénario d'incident, par rapport au sinistre. Là, si tu n'as pas le choix, tu dois le faire. Tu dois le faire. Et je veux te dire quelque chose aussi encore, Mariam. Honnêtement, hein, il ne faut pas se voiler la face. Lorsqu'on regarde des directions, je ne connais pas beaucoup de directions qui sont leadership. Je ne connais pas beaucoup. Si tu connais, j'aimerais bien les rencontrer. Je fais beaucoup d'audits 27001, 27701, qu'ils soient internes ou de certification. D'ailleurs, dans le cadre de notre entreprise, maintenant, on est accrédité pour faire de la certification des audits de certification 27701 et 27001. Ça, c'est une nouveauté aussi qu'elle n'a pas évoquée chez moi. Donc voilà, c'est ça, Mariam. Je ne sais pas si tu es d'accord. Et si tu n'es pas d'accord, je t'écoute. Alors, effectivement, je suis d'accord, mais je suis entièrement d'accord. Mais après, alors moi, j'ai beaucoup travaillé en secteur industriel. Je Mm, sais très bien qu'en secteur bancaire, on est intransigeant par rapport à la résilience en général. mm. Et effectivement, il y a ce qu'on dit et ce qu'on fait. Donc, je Oui, c'est comprends ça. parfaitement. Mm. Là, quand il y aura pénalité, il y aura plein d'autres, comment dire, c'est une non-conformité à la réglementation. Et donc, l'impact sera plus fort et les gens seront Oui, obligés réellement de mettre bien à jour sûr. leur PCA C'est sûr. C'est sûr, c'est de la dissuasion et puis c'est des sanctions. Mais on commence par la dissuasion. De toute façon, comme l'a dit notre collègue Shafik, on n'est jamais passé à 2%. Parce que dans le RGPD, comment ça se passait? On commence par un appel à l'ordre, par une mise en demeure, par une amende de 3 000 euros, par des sanctions pédagogiques. Et après, on passe à quelques. Mais bon, la philosophie du RGPD, il y avait une erreur. C'est mon avis, hein? C'est mon avis. Il y avait une erreur sur la philosophie du RGPD parce qu'il a mis Google au même niveau, sans proportionnalité, avec une entreprise où il y a 3 personnes. Et ils sont soumis aux mêmes réglementations, le RGPD. Non, ça ne va pas. Hein, le cerveau ça n'entre pas dans le cerveau. La vision, elle était grandiose. GAFAM pour le RGPD, ils ont appliqué ça à toutes les entreprises du monde qui traitent des données à caractère personnel pour des citoyens, pour des résidents européens, même pas des citoyens, des résidents européens. Okay. Donc non, ça ne va pas. Shafik, tu disais, j'en connais un à Madagascar. Tu connais quoi à Madagascar? Je n'ai pas compris. Non, non, mais une direction, tu parlais de leadership là. Ah, toi, peut-être toi, non? Non, non, J'en connais très peu. Je connais très peu. Écoute, Shafik, il y a très peu de temps, j'avais une direction qui me disait, écoute, Jamal, on veut cette certification, on ne veut rien savoir. C'est ce qu'il me disait. Ils veulent la certification 27001, ils ne veulent rien savoir. Je lui dis, écoutez, tu ne veux rien savoir. L'article 5.1 de la 27001, tu as une non-conformité majeure parce que leadership et engagement de la direction, tu ne veux rien savoir, tu ne l'as pas, c'est une non-conformité majeure, tu ne l'auras jamais. Point final. Je Tu vois? confirme, Jamal.
Mm, Et de toute façon, personne ne veut mm, prendre du leadership sur des centres de coûts. mm, Et ces mm. projets-là, c'est des centres de coûts. Donc, c'est Voilà, normal. pour eux, parce qu'ils ont Oui, ben, bien compris sûr, ça, pour la oui, pour la direction, bien direction. sûr. Voilà. Mm. Shakir Hosni, il parle quels sont les prérequis techniques pour suivre une formation NIS2 et DORA, rien du tout. Il n'y a aucun prérequis. Il faut juste avoir un cerveau bien fait. Il faut travailler et s'impliquer et comprendre de quoi il s'agit. Il n'y a pas de prérequis. Ok. Mapenia dit, ok, Pardon? vas-y, Shaima. Vas-y, Shaima. Merci Shaima, merci Jamal pour cette initiative. Euh, par rapport à l'impact financier, l'impact, c'est pas loin de la question de Mariam et Shafek. Mm. C'est vrai que ça va être entre 1 et 2%, c'est ça. Mais comment cette réglementation est-elle notre progrès, malgré les sanctions économiques en cas de non-respect, donc des sanctions pouvant nuire à l'économie du pays? Mm. Shaima, déjà, je suis très content que tu sois parmi nous. Tu me Merci. manques énormément, vraiment, tu me manques énormément. J'espère très bientôt on va se rencontrer. Juste deux mots sur Shaima. Shaima, c'est une consultante qui est exceptionnelle. C'est une consultante qui est très motivée. C'est une consultante qui, je suis sûr, elle va aller très, très loin dans son évolution professionnelle. Et Shafik, j'aimerais bien que tu fasses sa connaissance parce que vraiment, c'est une personne qui peut t'intéresser. Shafik ou d'autres, hein, Ayoub aussi. Hein. Avec plaisir. Mm, mm. Avec Donc, plaisir. pour te répondre, Shaima, c'est ma chère Shaima, pour te répondre, fais attention. Toi, si je reformule ta question qui est très Ouais, stratégique, tu me dis, OK, comment nous, on va conserver l'économie d'un pays si on sanctionne? C'est ça ce que tu es en train de dire. oui, c'est ça. Oui, mais Shaima, il faut se dire une chose. Il faut regarder si on ne sanctionne pas, combien ça va coûter. Et si on sanctionne, combien ça va coûter. C'est-à-dire, tu peux être sûr et certain qu'une sanction, même si elle est de plusieurs millions d'euros, n'est rien devant l'impact financier si une entité très critique ou critique est touchée. Donc, c'est un calcul à faire. Et par expérience, sachant que j'en ai fait des centaines des projets d'analyse de risque, toujours les mesures que nous mettons en place pour réduire le risque je parle de point de vue financier. Ils coûtent avec leur maintenance, avec toutes les charges de ces mesures sur une année, beaucoup moins que si l'impact devient une réalité. Sauf, sauf quelques scénarios. À ce moment-là, je ne réduis pas le risque, je l'accepte. Donc, si on fait ce que tu dis est légitime, Shema, ce que tu dis est légitime. D'ailleurs, c'est de l'ordre stratégique et c'est une interrogation que tout le monde peut l'avoir. Mais si tu fais le calcul, et c'est les DAF qui le font, la direction administrative et financière, tu peux être sûr que ça coûte beaucoup moins cher les sanctions que le niveau des impacts à des infrastructures qui sont hautement critiques ou critiques. OK? Ouais, ouais, Voilà. c'est clair. J'ai une autre question par rapport à la réglementation DORA aussi. Sois gentil avec moi, Shema. Je profite, je profite de l'occasion. OK. Donc là, la réglementation DORA, comment peut-elle améliorer la cybersécurité, même si on sait qu'il ne sera jamais entièrement respecté à cause des menaces constantes et surtout de la part des États ennemis? Tu reformules ta question, s'il te plaît. Répète ta question. J'ai pas trop capté ta question. Répète. Donc là, comment la réglementation DORA Mhm. peut-elle améliorer la cybersécurité, Oui. même si il ne sera pas entièrement respecté, bien sûr, à cause des menaces constantes? Oui, c'est-à-dire, si je reformule ta question, c'est qu'il y a des entités qui vont la respecter au niveau européen, mais en Voilà, dehors de l'Europe, pas forcément ils vont la respecter. c'est ça, oui. Écoute, c'est une question qui est un peu stratégique sur lequel on verra dans le temps. Mais je veux te dire une chose. Je veux te dire une chose. Si on va penser comme ça, Shaima, on fera rien. C'est-à-dire, on a lâché l'affaire. C'est-à-dire, on dit, oui, l'état de la menace, elle est capable de casser tout ce qu'on met en place, donc ne mettons rien en place. Moi, je ne pense pas qu'il faut penser de cette manière. Même, je sais que tes activités, je sais dans quelle banque, je ne veux pas trop dévoiler par rapport aux réponses des incidents que tu as vécu, qu'on en a parlé, étaient douloureuses pour toi. Mais ça, c'est une exception, Shaima. Ça, c'est une exception. Tu vois, c'est-à-dire, c'est pas parce qu'il y a eu un incident grave sur lequel l'attaquant a eu un avantage et a eu un gain et a cassé de l'actif, c'est que on va lever les deux mains, on va dire ça y est, on arrête. Non, c'est un défi perpétuel
C'est un défi perpétuel. En fin de compte, on monte dans la réglementation, dans la maturité de réglementation. On doit absolument élargir le champ d'application de ces réglementations, même, ça va vous faire rire. Pour moi, il faut élargir cela sur chaque citoyen en communauté européenne. Parce que les citoyens qui travaillent chez eux ou qui font des connexions à titre personnel ou à titre professionnel peuvent aussi, sur la masse, causer des préjudices. C'est-à-dire, lorsqu'on arrive, le problème, Shaima, c'est quoi? Le problème, c'est qu'il y a un gradient entre l'évolution des systèmes d'information, l'évolution de la menace, l'évolution de la digitalisation et la maturité des personnes intelligentes qui traitent avec ces machines et avec cette digitalisation. Donc, je pense si on met plus l'accent sur la sécurisation au niveau des systèmes d'information, des entités de la cybersécurité globale, plus la pédagogie, la sensibilité au niveau de masse, comme on l'a fait de Nice 2, au niveau de masse, c'est-à-dire au niveau d'une population entière, je suis sûr que les choses changent. D'ailleurs, Shaima, tu sais autant que moi que parfois la cause d'un incident informatique, souvent même, c'est une connerie humaine. Si nous regardons ce qui s'est passé dans le passé en 2015 avec Ashley Madison, on se rend compte que ça ne va pas. Ça ne va pas parce que je vous invite à regarder ce qui s'est passé chez Ashley Madison. C'était une connerie humaine qui a abouti à 16 suicides et à beaucoup de divorces et des dissociations sociales. Donc, Shaima, je suis je suis conscient de ce que tu as vécu pendant ton expérience professionnelle, des défis que tu n'as pas pu les relever comme moi, je n'ai pas pu relever de défis, mais ce n'est pas pour ça qu'on va baisser la main. Non, on va aller au-delà de ça, on va réfléchir plus, on va envisager des mesures qui sont au masse, la pédagogie, la sensibilisation à niveau d'une population entière, et puis on réussira parce qu'en fin de compte, on baigne dedans et on n'a plus le choix. On n'a pas le choix. Si on lâche l'affaire, on est mort. Ok, Shema? Et si Ok, je peux me merci. permettre, de toute façon, Oui, l'amélioration continue, c'est un des piliers de notre métier. Donc, oui, ça rejoint un peu ce que tu étais en train de dire, Jamal, oui, là-dessus. oui. Faut pas baisser les bras, il faut continuer, essayer, essayer. Et de toute façon, les résultats des travaux ne sont pas connus d'avance. On découvre des failles, on les colmate et c'est comme ça qu'on avance. C'est ça, c'est ça. C'est ça. Je pense, Shema, comme elle bosse dans des entités assez sensibles, je pense qu'elle était touchée aussi par les incidents qu'elle a vécu. C'est bien ça, Shema, non? Oui, bien sûr. Mhm. Ok. Oui, oui, bon. Voilà, c'est des défis perpétuels. Tu sais, j'ai occupé le poste de RSSI pendant 17 ans dans des entités très sensibles et j'ai jamais été toujours le gagnant, hein. Je me suis fait avoir. Dernièrement, je me suis fait avoir aussi. Dernièrement, vous savez, le DDoS, maintenant, ça a changé, hein. Le DDoS, il n'y a plus vraiment de DDoS. En fait, ils font du DDoS pour mener un autre objectif visé, une attaque pour un autre objectif visé, chose que je l'ai vécu il y a peu de temps. Ok. C'est-à-dire, ils nous ont fait croire qu'il y a un DDoS, mais en réalité, il n'y avait pas de DDoS. Il y avait une attaque pour exfiltrer des données sensibles. Et nous, on s'est allés tous faire le DDoS. Ok. Donc, le mode opératoire change. Nous devons s'aligner sur ces modes opératoires. C'est vrai que lorsqu'on regarde l'intelligence artificielle qui me fait très peur dans les mains des personnes qui ne sont pas éthiques, qui sont malveillantes, ça fait peur, mais bon, on continue, on continue. On Oh, continue le défi. Ok. ok, Jamel. Donc, là, je vois que tu... Oui, c'est Ok, bon. donc... non, non, il y a encore des questions. J'ai envie d'aller Euh, faire la fête, les gars. Je suis à Saouira, il y a demain, moi, je veux aller faire la fête. C'est pour ça Allez, qu'on te go. retient, encore deux Jamal. T'as questions. pas compris? Eh, Donc, oui. une question de Mapinière Rouleau. Une institution bancaire devrait maintenant utiliser la DORA INIS 2. Est-ce que quelque part, il n'y a pas duplication de règles? Il n'y a pas de mal, oui, si, si, si. Il y a des mesures qui se chevauchent, mais on va prendre une seule mesure qui est applicable, hein. Parce que NIS2, ce n'est pas seulement les instituts financiers. Donc oui, comme toute mesure, hein, si on regarde NIST, spéciale publication 800-53, et on regarde la 27002, ben, il y a pas mal de mesures qui se chevauchent, mais on sélectionne juste une fois la mesure. Donc c'est pas gênant, hein, c'est pas gênant. C'est pas gênant du tout. OK. Ok, il rajoute quels sont les impacts positifs et négatifs de DORA INIS 2 sur les structures africaines. Les structures africaines ne sont pas soumises ni à DORA ni à NIS 2, mais certainement les structures africaines vont s'inspirer de DORA et NIS 2 par la suite
pour aller dans la maturité. D'ailleurs, un chapeau bas pour les instituts africains qui commencent vraiment à avoir une prise de conscience sans précédent, hein. Donc, pour le moment, vous n'êtes pas sous le champ de Nice 2 et Dora, sauf si, sauf si vous êtes un des prestateurs des entités essentielles ou entités importantes ou entités financières dans le comité européen, vous serez soumis. Mais sinon, par rapport au continent africain, on peut s'inspirer de ça. Il y a un proverbe au Liban, je suis d'origine libanaise, il y a un proverbe au Liban qui dit on peut apprendre des autres. Pourquoi tomber nous dans le problème et on apprend les autres? On peut apprendre des Européens. Les Européens, s'ils ont fait mener ces réflexions suite à pas mal d'incidents, à suite à pas mal de problèmes de souveraineté et de cyber qui viennent d'autres pays malveillants. Donc, on peut regarder ce qui s'est passé chez eux et on soit dans la prévention et on commence à mettre ça avant que ça nous touche nous-mêmes, sachant que dans le continent africain, on est beaucoup moins digitalisé. Donc, leur retour d'expérience, sans qu'on soit nous impactés, il peut nous aider. Mais on ne sommes pas soumis, en Afrique, nous ne sommes pas soumis à ça. Okay? Sachant que ça, certainement, ça va venir. Hein. L'équivalent, ça va venir. Okay? Jamal, je suis Oui? désolé. Oui. Donc, il y a pas de principe d'extraterritorialité pour ces Dora, directives, non. Non, non, pour Dora ou la directive, il n'y a pas. Dora, c'est supranational. Supranational, c'est-à-dire au niveau de la communauté européenne, tu vois. Sauf, fais attention, sauf dans l'écosystème de ces instituts, il y a des prestataires qui travaillent pour eux. Tu vois, Oui, là, à ce moment-là, ça. ils sont touchés. Là, ils sont touchés. Ok, Hmm. merci. Je t'en prie. Je pense que tu as déjà répondu à cette question. Donc, est-ce que vous savez quelle est l'autorité compétente de supervision qui inspectera et auditera les prestataires de services C'est la Banque de France en critiques? France. Hein. C'est la Banque de France en France pour Dora et c'est l'ANSSI pour, C'est la en Banque de France France? pour. Oui, oui, la Banque de France. Oui, oui. La Banque de France pour D'accord, Dora. La Banque de France ok. pour Dora. Et Parce que Nice j'ai pas 2 pour. trouvé dans les articles, justement, j'avais pas trouvé précisément que c'était la Banque de France qui faisait Oui, ça. c'est la Banque de France. C'est en D'accord, fait, merci beaucoup. je t'en prie. Et l'ANSSI pour Nice 2. Ok, Petite question, Pardon? oui, vas-y. une petite question Oui. par rapport à Doura. Oui. Quand les entités, les banques, les entités financières africaines échangent avec les banques françaises, ça ne fait pas partie de la chaîne d'approvisionnement? L'échange, non. L'échange, ce n'est pas une chaîne d'approvisionnement. Sinon, on est très mal. L'échange, non. Mais certainement, lorsqu'il y a cet échange, il y a dans. Ça dépend du type de données que tu échanges. Ça dépend Par déjà du exemple, type de données. Swift, Ouais. par exemple, quand on fait des transferts Swift. C'est pas des. Non, ça, c'est des transactions qui. Ils sont chacun a son système d'information et c'est des transactions bancaires. Non, là, il n'y a pas vraiment. C'est pas des. C'est des clients. C'est des clients, mais c'est pas des prestataires. C'est juste des clients, tu vois, lorsqu'on fait ça. Sachant que, certes, Même il y a. si les systèmes sont très interpénétrés. Ils ne sont pas interpénétrés, les systèmes, du tout, du tout, du tout. Hein. Non, non, ils ne sont pas interpénétrés. L'architecture des systèmes des transactions ne sont pas du tout interpénétrés. Pas du tout. Okay? Par exemple, une banque française qui a une filiale en Afrique, par exemple, Là, ça change la donne, elles mais ce n'est pas ça utilisent ta très question. souvent. Tu m'as pas dit un filial. Tu m'as pas dit un filial. D'accord, Tu m'as ok. pas dit un filial. Après, c'est le cas par cas. C'est le cas par cas pour regarder exactement le contexte. C'est un filial, c'est un succursale ou non, c'est juste un client ou pas. Et il faut regarder aussi le type de données qui sont échangées et il faut regarder aussi la réglementation applicable. Par exemple, dans le cadre de SWIFT, je sais que le RGPD sur les clients résidents en Europe est applicable. Okay? Si je peux rajouter juste un point là-dessus, en fait, pour Oui. tout ce qui est Swift, en fait, il est soumis à autre chose. Il est Bien soumis à sûr, ce qu'on il y a appelle beaucoup. le CSP2. le CSP Framework. C'est ça, On qui appelle est. Voilà, c'est bravo. Customer Security Program. Donc, c'est Voilà, autre chose, ça ne rentre pas oui, dans cette oui. case-là. Et il y a une directive qui a aussi recadré par rapport à ça, par rapport à 4 ou 5 directives. La dernière que j'ai dit, l'avant-dernière, la 56 ou la 57, j'ai oublié. Okay? Donc, elle recadre les directives par rapport à Dora. Donc voilà, il n'y a pas, c'est ça, il ne faut pas se focaliser juste Nice 2 Dora. Nice 2 et Dora, c'est entre autres, comme je vous ai dit, lorsque j'ai commencé, il y a beaucoup d'autres actes, le Digital Market Act, le Digital Service Act, la loi européenne sur la cybersécurité, la Cyber Resilience Act, le Data Governance Act et plein d'autres, tu vois. Mais là, on focalise juste sur Nice 2 et Dora. Okay? Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Oui, encore une question. Quels sont les prérequis techniques pour suivre la formation NIS 2 et DORA? J'ai eu cette question et j'ai dit qu'il n'y a aucun prérequis. Il faut juste être attentif. On commence vraiment du B.A.B.A. de Nice 2 et du B.A.B.A. de Dora lorsqu'on fait ces formations. Et si vous travaillez dans le domaine bancaire, je vous le conseille vivement. Même si vous ne travaillez pas dans le domaine bancaire et vous voulez évoluer dans votre métier et aller dans des postes qui sont à responsabilité, je vous conseille surtout Nice 2. Hein. Dora, il faut attendre un petit peu, elle est un peu spécifique, mais Nice 2, vraiment, on apprend parce que Nice 2, c'est pas seulement nous allons apprendre à implémenter Nice 2. Si on suit une formation NIS 2 Lead Implementer, on peut implémenter pratiquement n'importe quelle norme ou directive équivalente à NIS 2. C'est une méthode de faire. Il y a le contenant, il y a le contenu. Le contenant et la méthode en PDCA est la même. Le contenu, qui sont les mesures, peuvent changer d'une directive à une autre. Okay? OK. Est-ce que la notion du SI essentiel de NIS 1 disparaît avec le NIS 2? Voilà, c'est ce que j'ai dit. Il n'y a plus des opérateurs à service essentiel. Je l'ai dit tout à l'heure, il y a l'entité importante, il y a l'entité essentielle. Il n'y a plus d'OSE. Ça n'existe plus, l'OSE. Okay. Elle est un peu technique, ma question, Jamel. Je suis désolé, hein, parce que si je la pose, c'est parce qu'on me la pose beaucoup. Voilà. En fait, c'est pas OSE. C'est pas OSE. C'est quoi? C'est quoi? C'est SIE, Système d'information essentiel. Parce qu'en fait, c'était un moyen dans Nice 1, puisque je suis sur le sujet. Ça n'existe plus. Ça n'existe plus. OK, non, parfait. Merci. Il y a entité essentielle, entité importante. C'est une question qui m'est posée par un client, mon client actuellement. C'est pour ça que je la pose. Merci beaucoup, Jamel. Oui, je t'en prie. Non, je t'en prie. Et lorsque je vous envoie le support, vous allez voir, ça ne vient pas de moi, ça vient de Nice 2. Hein. C'est de Nice 2. Téléchargez Nice 2 et regardez mon support et vous allez vous rendre compte de EI et de EE. Entité essentielle et entité importante. C'est ça les entités qui existent. Il n'y a pas autre notion. Hein. Il n'y a pas autre notion. Hautement critique, oui. C'est pas plutôt dans la LPM où on parlait des sites d'importance. On parle de l'opérateur à importance vitale. Dans la LPM, c'est le OIV. On parle des OIV. Oui, et il y a aussi la notion, je crois, de SIIV. Le système d'information à importance vitale, ça aussi. Après, il y a des homologations qui peuvent être différentes. Il y a des homologations qui peuvent être différentes. Mais là, dans NIS 2, il y a juste EI et EE, pas plus. Okay? Et ce que tu as évoqué, les entités de l'administration publique, ça, on n'en parle pas parce que c'est des entités qui sont impliquées dans la sécurité nationale, dans la défense, dans le service public, dans l'application de la loi, elles sont gérées autrement. Donc, ce n'est pas applicable. Okay? Une petite question, une dernière. Oui. Jamal, qui pose la question? C'est Shafik. Oui, Shafik, oui, je t'écoute. Quel médicament tu conseilles au RSSI pour arriver à digérer ou ingérer toutes ces réglementations et directives qui arrivent, qui sont déjà là et qui arrivent? Écoute, Shafik, là, je pose la même question. Shafik, je pose la même question, je t'assure. Écoute-moi bien, Shafik. Écoute-moi bien. Moi, ce que je pense, hein, c'est une question très importante que Shafik il a posée et ça m'interpelle tout le temps. J'ai dit, après, ma tête va exploser. Écoute, Shafik, ça ne doit pas être porté par le RSSI. C'est porté par l'équipe, par le service juridique. Le service juridique, il est là. C'est porté par le risk manager. C'est porté par le RSSI. C'est porté par le DPO. C'est porté par la direction. Nous, autant que RSSI, nous allons juste s'assurer que toutes les implications, que ce soit NIS 2, DORA ou les implications de n'importe quelle autre réglementation en termes des mesures cybersécurité, qu'elles sont respectées. Mais moi, maintenant, tu me poses des questions dans des articles de NIS 2 que je ne les ai pas compris. Je veux faire appel au service juridique ou à un cabinet. Donc, je te dis, Shafik, nous ne pouvons pas. Nous sommes des êtres humains à cerveau limité. Nous ne pouvons pas. C'est un travail d'équipe. C'est une conformité d'entreprise entière et elle ne peut pas être portée par le RSSI. Sachant que ce que tu dis, dans la réalité, on porte tout au RSSI comme on a porté tout la conformité RGPD au DPO. D'ailleurs, tu es DPO. Normalement, le DPO, il ne porte pas tout. C'est-à-dire, lorsqu'un DPO, je le vois, il est en train de faire la cartographie, ça me fait rire. Ce n'est pas au DPO de faire le registre de traitement. Au DPO de regarder si le registre de traitement, il respecte l'article 30 du RGPD par rapport à toutes les exigences de l'article 30. Mais lui, il le fait, ça a zéro valeur ajoutée parce que le DPO, il a autre chat à fouetter. Okay?
Voilà. Donc, Si en je peux fin de compte, intervenir oui, là-dessus, si c'est possible. Donc, du coup, juste pour Shafik, de manière directe, c'est du Xanax, mais ça, c'est la blague. Par, par- par- par contre, en fait, aussi, je pense que sur ce sujet-là, comme l'a dit bien Jamal, et je le rejoins, c'est des sujets qui sont portés, c'est des projets d'entreprise. Et le médicament qu'il faut rapidement mettre en face de ses homologues, c'est un RACI, tout simplement. oui, un RACI bien détaillé, bien Bien communiqué, détaillé, crédible, exactement. crédible, appuyé par la direction. Appuyé par la direction. Parce que moi, ça m'est arrivé, Shafik, que je demandais à des collègues un PIA dans l'article 32 du RGPD. J'ai attendu un mois et je ne l'ai pas eu. J'ai eu un rapport à la con. Tu vois? Donc, ce qu'il dit Ayoub, oui, est très important, qu'on aura des rôles et des responsabilités qui sont bien définis, décortiqués, détaillés et surtout crédibilisés par la direction. Sinon, personne ne va te regarder. Ils vont te dire c'est lui qui fait chier. OK? Il y a une petite précision que moi, je n'ai pas tout à fait eue. C'est toujours à comparer NIS 2 et ISO 27001. J'ai bien compris les explications que vous avez données, notamment que ISO 27001, c'est du volontariat. On choisit le périmètre qu'on veut certifier, ainsi de suite. Et que dans l'autre cas, on est dans de la loi qui est sur tout le système d'information. Par contre, ce que je veux savoir, c'est la différence en termes de mesures de sécurité qu'impose en fait NIS 2 par Oui. rapport à 27 000 ans. Qui a Je posé la termine question? juste pour vous dire. Shakir, tu as posé la question? Qui pose la question là? C'est Jean-Baptiste Lodi. C'est Jean-Baptiste Lodi. Jean-Baptiste. Et je profite juste pour vous dire merci parce que oui. Pôle emploi m'a inscrit à des formations. Excellent. Que je suis lead implémenteur et probablement bientôt lead auditeur Bravo, aussi. bravo. Et je pense que je dois vous remercier parce que j'ai beaucoup travaillé avec vos cours. Donc, avec un ça a grand été plaisir. assez facile. Tant que je vois que tu as réussi, c'est ça mon cadeau, mon cadeau que tu as réussi. Jean-Baptiste, ce que tu as dit par rapport aux mesures qui sont explicites, vraiment, il faut beaucoup de temps. C'est plusieurs exigences. On a à peu près 200 exigences et ça, tu le vois dans la formation NIS 2. Vraiment, c'est sur une journée et demie. Sur une journée et demie, on parle de toutes les exigences. Okay? Et après, tu fais un mapping. Tu vas voir, il y a un mapping entre les 93 mesures de la 27001 et un peu plus que de 100 en fonction de l'analyse de risque sur NIS 2. Okay? Mais ça, vraiment, c'est très grandiose pour répondre à ça. Mais tu peux être sûr que la 27001 ne suffit absolument pas. C'est juste un point de départ. C'est juste un point de départ pour atteindre la conformité NIS 2. Parce que c'est la philosophie de la 27001, il faut l'élargir après avec toutes les exigences. OK? OK. Et juste une petite précision que j'aurais pu apporter aussi. Oui. Il y a une personne qui a parlé de la résilience d'Aura sur les banques, que les banques étaient assez avancées. Oui, tout à fait. J'ai été correspondant PCA dans une très grande banque française, dans l'une des plus grandes. Et effectivement, les banques sont assez avancées en termes de résilience. Oui. Mais ceci dit quand même, j'ai été correspondant PCA. Quand on fait des exercices, des tests, en fait, il y a des petits biais quand même parce qu'on ne peut pas vraiment couper la production. On ne peut pas, ne serait-ce que les sites de repli, on va constituer un faux site de repli. On ne va pas aller aux vrais endroits. Il y a quand même des biais qu'on met dans la mise en œuvre qui du nous arrange. Des arrangements, tu veux dire. Des arrangements. Oui, je l'ai vu. D'ailleurs, je fais partie moi-même de club de continuité d'activité et j'en ai participé à plusieurs tests grandeur réelle et on parle de ça. On parle de ça. Je vous invite à aller voir le site du club de continuité d'activité. C'est pca.eu, clubpca.eu, www.clubpca.eu. Et vous allez voir vous pouvez faire partie de ce club. C'est, je pense, 500 € par an pour l'entreprise. C'est mon entreprise qui est dedans et moi, je la représente. Et on fait pas mal de tests sur cela et on parle on parle de tous les biais qui sont dans les PCA. Parce que, comme il a dit par excellence tout à l'heure, Ayoub, pour eux, c'est une source de coût. Mais le jour J où il y a un vrai sinistre qui va venir, qui va tout casser, et là, tu ne me dis pas c'est une source de coût.
Même si la vraisemblance de ce sinistre est minime, quand il vient, il va tout casser. Ok. Une question de Shakir, Jamal. Être Oui, certifié NIS 2 Odora est-il équivalent à la certification 27001? non, non. Si j'ose dire, lorsque tu es certifié NIS 2, tu peux être certifié 27001 très rapidement. Et lorsque tu es certifié 27001, tu peux être certifié NIS 2 rapidement. Écoute, le contenant est le même, la méthodologie est la même, mais le contenu n'est pas le même. Okay. C'est un accélérateur. Lorsque tu es certifié 27001, pour NIS 2, tu vas trouver ça très rapide. Et lorsque tu es NIS 2, tu vas trouver la 27001 rapide. Mais le contenant est le même, la méthodologie du PDCA, toujours on est sur le PDCA, plein douche et acte, mais le contenu n'est pas le même. Okay. Ok, parfait. Donc, je pense que c'est tout pour aujourd'hui. Merci, chers participants. Merci, Jamal, de cette intervention plus riche. Donc, pour les participants, vous allez recevoir le support et un petit cadeau. C'est un accès gratuit à la formation rôle, mission et obligation du DPO sur Udemy. Donc, c'est tout. Je vous souhaite très bonne soirée et à très bientôt. À la prochaine. Merci beaucoup. Merci à vous tous et à très bientôt avec un nouveau webinaire qu'on vous l'informe au bon moment. Merci beaucoup. Merci Merci beaucoup. aussi.